C'est un fait, les écrans sont absolument partout. Et forcément, les cerveaux de nos enfants sont en première ligne. Alors comment on navigue dans ce monde numérique sans pour autant diaboliser la technologie? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide vraiment constructif pour, en quelque sorte, apprivoiser les écrans et protéger les esprits en plein développement. C'est quand même fou d'y penser une seconde. Les enfants d'aujourd'hui, ils grandissent au beau milieu d'un monde qui est saturé d'écrans. Et ça, souvent, bien avant même de savoir déchiffrer leurs premiers mots. C'est une réalité assez vertigineuse qui change complètement la donne par rapport aux générations d'avant. Bon, pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord prendre la mesure de cet environnement. On va donc examiner à quel point le monde des enfants est aujourd'hui bien saturé d'écran. C'est vraiment le point de départ essentiel pour comprendre tout le reste. On parle même de nurserie numérique. Entre les smartphones dans les mains des parents, les tablettes pour occuper les petits, la télé qui tourne en fond et les ordinateurs, tous ces appareils forment l'écosystème quasi permanent des jeunes esprits. C'est un changement radical, mais vraiment radical par rapport à l'environnement de jeu qu'on a pu connaître. Alors la question qu'on se pose tous, c'est quel est l'impact réel de cette immersion quasi constante? Eh bien, la science commence à nous donner des pistes de réponse. Penchons-nous un instant sur ce que l'on sait des risques pour un cerveau en pleine construction face à une exposition précoce et surtout non encadrée. Les recherches, notamment en neurosciences, sont assez claires. Une surexposition peut entraîner des risques bien réels. On parle de troubles de l'attention parce que le cerveau s'habitue à des stimuli très rapides, très constants. On observe aussi des retards de langage, tout simplement parce que le temps d'écran remplace souvent les interactions humaines. Et ça peut même aller plus loin. De l'agitation, un sommeil perturbé par la fameuse lumière bleue, et parfois même les prémices d'une dépendance. Et c'est là que toute l'approche devient intéressante. Le but n'est pas du tout de tomber dans le catastrophisme. Plutôt que de tout rejeter en bloc, l'idée, c'est de trouver une voie constructive, une manière intelligente d'avancer. Ok, on a le constat, maintenant, on fait quoi? Comment on passe de la prise de conscience à l'action? Eh bien, la solution proposée, c'est une approche proactive qu'on appelle l'hygiène numérique raisonnée. Voyons un peu en quoi consiste ce cadre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'hygiène numérique raisonnée? C'est une sorte de philosophie pratique. L'idée, ce n'est pas d'interdire, mais plutôt d'adapter, d'ajuster l'usage des technologies à chaque âge, à chaque étape du développement de l'enfant. Et le but ultime, c'est de lui donner les clés pour qu'il maîtrise l'outil et non l'inverse. Alors, comment on met cette philosophie en pratique au quotidien? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il existe une véritable boîte à outils, remplie de stratégies concrètes que les parents et même les éducateurs peuvent utiliser. Le tout premier pas, c'est un vrai changement de perspective. Est-ce qu'on voit le numérique comme un refuge, un truc pour s'évader passivement, ou est-ce qu'on le voit comme un outil? Toute la clé est là. Transformer cet objet de consommation en un levier puissant pour apprendre, pour créer, pour interagir activement avec le monde. Et ça se traduit comment dans les faits? Eh bien par plusieurs étapes clés. D'abord, définir un temps d'écran qui soit adapté à chaque âge. Ensuite, établir des routines familiales claires, du genre pas d'écran pendant les repas, c'est non négociable. Il est aussi super important de créer des zones déconnectées dans la maison. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, la posture parentale. Montrer l'exemple, c'est la règle d'or. Donc si on résume, la stratégie, elle repose sur plusieurs piliers qui sont tous liés les uns aux autres. Limiter le temps, oui bien sûr, mais aussi proposer des alternatives qui soient intéressantes. Mettre en place des routines, mais aussi incarner soi-même une posture cohérente. Créer des espaces sans écran, on voit bien que ce n'est pas une mesure isolée, mais un vrai projet éducatif global. Mais cette démarche, en fait, elle ne s'arrête pas à la porte de la maison. Au-delà des actions individuelles, tout ça nous pose des questions en tant que société. Finalement, quel avenir connecté est-on en train de bâtir pour les générations qui arrivent? La première question, et c'est peut-être la plus importante, elle nous est directement adressée. Quel modèle d'adulte on a envie de transmettre? Notre propre relation aux écrans, nos propres habitudes? C'est le tout premier enseignement que reçoivent les enfants bien avant tous les discours. Et au-delà du modèle qu'on incarne, quelle est la finalité de cette éducation? Si on sait qu'il y a un risque pour l'attention, alors comment l'éducation peut-elle au contraire la cultiver? Face à la consommation passive, comment peut-on encourager l'imaginaire? Le véritable enjeu, c'est de faire de la technologie un outil qui soit au service de qualités profondément humaines. Et finalement, tout se résume peut-être à cette question. Comment on prépare les enfants à maîtriser la technologie sans se faire dominer par elle? L'objectif ultime, ce n'est pas de former des consommateurs de technologie, mais bien des citoyens numériques qui soient éclairés, critiques et autonomes. C'est le grand défi de notre époque et sans doute la clé d'un avenir numérique plus sain.